il dit. Et d'un bronze implacable, il tranche la gorge aux agneaux. Puis il les couche à terre, palpitants et sans vie. Le bronze a pris leur force. Alors, avec les coupes, ils puisent le vin au cratère pour le répandre d'un seul coup en faisant leur prière au Dieu toujours vivant. Et chacun de dire, Achéen ou Troyen, « Oh, Zeus très glorieux, très grand, et vous tous, dieux immortels, quel que soit celui des deux peuples qui le premier viole ce pacte, tout comme je répands ce vin, que soit répandue à terre la cervelle de tous les siens, pères et enfants, tandis que leurs femmes subiront un maître étranger. » Ainsi s'exprime-t-il. Mais le fils de Cronos ne se dispose pas à accomplir leurs vœux. Priam, le Dardanide, leur fait alors entendre ce langage. « Écoutez-moi, Troyens, Achéens aux bonnes jambières. Je m'en vais regagner Ilion battu des vents. Je n'aurais vraiment pas le cœur de voir de mes yeux mon fils combattre Ménélas, chéri d'Arès. Zeus sait, seul, avec les autres immortels, à qui des deux est destinée la mort, qui tout achève. » Ainsi parle ce mortel égal aux dieux. Puis il met les agneaux sur le char. Lui-même y monte et tire à lui les rênes. Anténor à ses côtés monte sur le char splendide. Et tandis que tourne en bride, ils s'en retournent à Ilion, Hector, fils de Priam, et le divin Ulysse commencent, eux, par mesurer le champ. Puis, choisissant des sorts, il les secoue dans un casque de bronze pour savoir qui des deux, le premier, lancera la pique de bronze. Les hommes alors de prier en tendant les mains vers les dieux, et chacun de dire, Achéen ou Troyen, Zeus, père, maître de l'Ida, très glorieux, très grand, fais que celui des deux qui à nos peuples apporta ses soucis meure et entre chez Hadès, tandis que nous conclurons un pacte loyal de bonne amitié. Ainsi disent-ils. Le grand Hector, au casque étincelant, secoue donc les sorts en détournant la tête. Celui de Paris, prestement, saute au dehors. Les hommes, alors, de s'asseoir, en rang, chacun près de ses coursiers aux pieds prompts, à côté de ses armes qui scintillent à terre. Et aussitôt le divin Alexandre, époux d'Hélène aux beaux cheveux, autour de ses épaules passe ses belles armes. À ses jambes, d'abord, il met ses jambières où s'adaptent des couvre-chevilles d'argent. Il vêt ensuite sa poitrine de la cuirasse de son frère Lycaon, qu'il ajuste à sa mesure. Autour de ses épaules, il jette une épée de bronze à clous d'argent, ensuite un écu grand et fort. Sur sa tête, fière, il met un bon casque à crin de cheval dont le panache en l'air oscille, effrayant. Ensuite, il prend sa brave pique, bien adaptée à sa main. Et de son côté, l'ardent Ménélas, tout de même, passe son armure. Dès qu'ils se sont armés, chacun de son côté, à l'écart de la foule, ils se rangent entre les lignes des Troyens et des Achéens. Leur regard est terrible, et la stupeur saisit ceux qui les voient, Troyens dompteurs de cavale, Achéens aux bonnes jambières. Ils s'arrêtent l'un près de l'autre dans le champ mesuré, agitent leurs piques et pleins de mutuelle rancune. Alexandre, d'abord, lance sa longue javeline et atteint l'Atride à son bouclier bien équilibré. Mais le bronze ne le fend pas, et la pointe, au contraire, s'en rebrousse sur le puissant bouclier. À son tour, alors, le bronze à la main, l'Atride Ménélas s'élance en priant Zeus père. « Sire Zeus !» enfonce la cuirasse ouvragée. Droit devant elle, le long du flanc, elle déchire la côte. Mais le guerrier ploie le corps, et de la sorte échappe au noir trépas. L'Atride tire alors son épée à clous d'argent, il la lève, il frappe le cimier du casque, mais l'épée, tout autour de lui, tombe de sa main brisée en 3-4 tronçons. L'Atride alors gémit, les yeux levés au vaste ciel. « Ah, Zeus, père, il n'est pas de dieu plus exécrable que toi. Je pensais punir Alexandre de sa vilenie, et voici mon épée brisée dans mes mains. Et c'est pour rien que ma pique s'est envolée de mon poing, je ne l'ai pas touchée. » Il dit, et d'un bond, saisit Alexandre par son casque à l'épaisse crinière, le fait pivoter, puis tâche de le tirer vers les Achéens aux bonnes jambières. La courroie ouvragée, verrou du casque tendu sous le menton, étrangle le cou délicat, et il l'eût entraîné, et se fût ainsi acquis une gloire infinie, si la fille de Zeus, Aphrodite,
ne l'eût vu de son œil perçant. Elle rompt la courroie, taillée dans le cuir d'un bœuf abattu, si bien qu'un casque vide maintenant se trouve seul à suivre la forte main. Le héros, alors, fait tournoyer ce casque et le jette vers les Achéens aux bonnes jambières. Ses gentils compagnons l'emportent, tandis que le héros, lui, fait demi-tour et s'élance, brûlant de tuer son adversaire avec la pique de bronze. Mais Aphrodite, alors, le lui ravit. Ce n'est qu'un jeu pour la déesse. Elle le dérobe derrière une épaisse vapeur et le dépose dans sa chambre odorante et parfumée. Elle ne s'en tient pas là. Elle va appeler elle-même Hélène. Elle la rejoint sur le haut rempart. Des Troyennes en nombre l'entourent. La main de la déesse saisit et secoue un coin de son voile parfumé. Pour parler à Hélène, elle a pris l'aspect d'une vieille d'autrefois, d'une fileuse qui, lorsqu'elle habitait à Lacédémone, exécutait pour elle de beaux ouvrages en laine et qu'elle aimait chèrement. Sous ses traits, la divine Aphrodite lui dit « Viens avec moi, Alexandre t'invite à rentrer chez toi. Il est dans sa chambre, sur le lit, fait autour. Sa beauté, lui, autant que sa parure. Tu ne pourrais croire qu'il vient de livrer un combat singulier, mais plutôt qu'il se rend au bal, ou que, revenu à l'instant du bal, il se repose. » Elle dit et émeut le cœur d'Hélène en sa poitrine. Elle a reconnu la gorge merveilleuse de la déesse, sa poitrine désirable, ses yeux de lumière. Et saisie de stupeur, elle lui parle en l'appelant de tous ses noms. « Ah, folle! Pourquoi ce besoin de me séduire? Prétends-tu donc m'emmener plus loin encore, dans quelque bonne cité de la Phrygie ou de l'aimable Méonie, parce que là aussi tu as un favori parmi les mortels? Alors, parce que Ménélas a aujourd'hui vaincu le divin Alexandre, et parce qu'il souhaite ramener à son foyer la misérable que je suis, te voilà aujourd'hui encore à mes côtés, pleine de desseins perfides. Mais va donc t'installer chez lui, abandonne les routes des dieux, ne permets plus à tes pas de te ramener dans l'Olympe, et apprends à te tourmenter pour lui, à veiller sur lui sans répit, jusqu'au moment où il fera de toi sa femme, voire son esclave. Non, je n'irai pas. On trouverait la chose trop mauvaise. Je n'irai pas là-bas préparer son lit. Les Troyennes, désormais, se railleraient toutes de moi, et j'ai déjà au cœur des peines infinies. La divine Aphrodite en courroux lui répond « Ne me provoque pas, insolente, et prends garde que je ne me fâche et ne t'abandonne. Je t'aurai alors en haine autant qu'aujourd'hui je t'ai en prodigieuse affection. Je te susciterai des haines sinistres parmi les deux peuples, Troyens et Danaens, et tu périras d'une mort cruelle. » Elle dit « La fille de Zeus, Hélène, prend peur. » Elle met sur elle un voile d'un blanc éclatant et s'en va en silence, sans être vue d'aucune Troyenne. La déesse guide ses pas. Dès qu'elles sont arrivées dans le palais splendide d'Alexandre, les servantes se remettent promptement à leurs travaux, cependant qu'Hélène, la toute divine, va dans sa chambre au haut lambris. La déesse, au sourire, Aphrodite, prend un siège qu'elle lui apporte et place juste en face d'Alexandre. Hélène s'y assied, fille de Zeus qui tient l'égide, et tout en détournant les yeux de son époux, le semonce en ces termes. « Te voilà donc de retour du combat. Ah, que tu aurais donc mieux fait d'y périr sous les coups du puissant guerrier qui fut mon premier époux. Ne le nie pas. Tu te vantais de l'emporter sur Ménélas, chéri d'Arès, par ta force, tes bras, ta pique. Allons, provoque donc une seconde fois Ménélas, chéri d'Arès, et tiens-lui donc tête au combat. Moi, je te conseille de t'en tenir là. Cesse de mener guerre ouverte et de te battre étourdiment contre le blond Ménélas, si tu ne veux bientôt succomber sous sa lance. » Mais Paris ainsi lui répond « Ne poursuis pas mon cœur, femme de durs outrages. Si aujourd'hui Ménélas a vaincu, c'est grâce à Athénée. Une autre fois j'aurai mon tour. Nous aussi, nous avons des dieux pour nous. Allons, couchons-nous et goûtons le plaisir d'amour. Jamais encore le désir n'a à ce point enveloppé mon âme, pas même le jour où, pourtant levé de l'aimable Lacédémone, je pris le large dans mes nefs marines, et, dans l'îlot de Cranaé, je partageai ton lit et ton amour. Non, non, jamais autant que je t'aime à cette heure, et que me tient le doux désir. » Il dit, et se dirige le premier vers le lit. Son épouse l'y suit.
Et cependant qu'ils dorment dans le lit ajouré, l'Atride va et vient à travers la foule tout pareil à un fauve. N'arrivera-t-il pas à apercevoir Alexandre pareil aux dieux? Mais personne vraiment parmi les Troyens, ni leurs illustres alliés, n'est en mesure de montrer Alexandre à Ménélas, chéri d'Arès, car si d'aucun l'eût vu, il ne l'eût pas caché, par amitié pour lui. À tous il est odieux autant que le noir trépas. Agamemnon, protecteur de son peuple, alors leur parle ainsi. « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens, alliés. La victoire appartient sans conteste à Ménélas, chéri d'Arès. À vous donc de nous rendre Hélène l'Argienne et les trésors avec elle, puis de nous donner une récompense décente qui profite aux générations à venir. » Ainsi parle l'Atride, et les Achéens d'approuver. Assis aux côtés de Zeus, les dieux tiennent assemblée sur le parvis d'or. Au milieu d'eux, l'auguste Hébé leur verse le nectar. Eux, l'un vers l'autre, lèvent leur coupe d'or en contemplant la cité des Troyens. Soudain le fils de Cronos tâche à piquer Hérée avec des mots mordants. Malicieusement il dit « Ménélas, pour le défendre, à deux déesses, Hérée d'Argos et Athénée d'Alalcomène. Mais, loin de lui assise, elles se plaisent simplement à le contempler. L'autre a pour lui la déesse au sourire, Aphrodite, qui toujours vole à son secours et sait de lui écarter le trépas. Une fois encore, elle l'a sauvé à l'heure où il pensait périr, mais puisque la victoire en tout cas appartient à Ménélas, chéri d'Arès, à nous de voir la façon dont iront les choses. Allons-nous de nouveau susciter la guerre cruelle, l'atroce mêlée, ou mettre entre les deux peuples une mutuelle amitié? Si c'était la chose qui plut et qui agréa franchement à tous, la ville de Priam conserverait ses habitants, tandis que Ménélas ramènerait Hélène l'Argienne. Il dit. Athénée et Hérée murmurent. Assise à ses côtés, elle médite le malheur des Troyens. Mais Athénée reste muette, sans mot dire, quel que soit son dépit à l'égard de Zeus père et le courroux féroce qui déjà la saisit. Hérée, elle, ne peut en sa poitrine contenir sa colère, et elle parle ainsi. « Terrible Chronide, quel mot as-tu dit là ? Se peut-il qu'ainsi tu veuilles rendre son labeur vain et sans effet, et la sueur que j'ai à grand ahant suer, et la fatigue qu'ont connue mes cavales quand j'assemblais l'armée destinée au malheur de Priam et de ses enfants? À ta guise, mais nous, les autres dieux, nous ne sommes pas tous d'accord pour t'approuver. » L'assembleur de nuées, Zeus, alors violemment s'irrite et dit « Pauvre folle! En quoi donc Priam et les fils de Priam te font-ils tant de mal que tu t'obstines avec fureur à détruire la belle cité d'Ilion? Et quoi? Franchir les portes, les hauts murs d'Ilion, puis dévorer vivant et Priam et les fils de Priam et tous les Troyens? Il ne te faut pas moins pour guérir ton courroux. Fais comme il te plaît. Je ne veux pas que ce débat entre nous deux plus tard devienne un sujet de grave discorde, mais j'ai encore quelque chose à te dire. Mets-le-toi bien en tête. Quand j'éprouverai à mon tour l'envie de détruire une ville où tu auras des protégés, ne t'avise pas alors de retenir ma colère. Laisse-lui libre cours, puisque je t'aurai ici exaucé, volontairement, sinon volontiers. Entre toutes les villes qui sont sous le soleil et le ciel étoilé, habitées des mortels sur terre, il n'en était point de plus prisé de moi que la sainte Ilion avec Priam et le peuple de Priam à la bonne pique. Jamais mon hôtel n'y manqua d'un repas où tous ont leur part, des libations ni du fumet de graisse qui sont notre apanage à nous. » L'auguste, Hérée aux grands yeux, lui répond « 3 villes, à moi, me sont chères entre toutes, Argos et Sparte et la vaste Mycène. Détruis-les le jour même où ton cœur les aura prises en haine. Je ne me mets pas entre elles et toi, je ne te les dispute pas. Aussi bien
que je m'y refuse et fasse obstacle à leur ruine, mon refus est sans portée, puisque tu es 100 fois plus fort que moi. Mais mon labeur à moi, il ne faut pas non plus le rendre sans effet. Moi aussi je suis déesse et je sors d'où tu sors. Cronos le fourbe m'engendra, auguste entre toutes à la fois par ma naissance et par le nom que j'ai de ton épouse, à toi qui règnes sur tous les immortels. Allons, cédons-nous ici l'un à l'autre, toi à moi comme moi à toi. Les autres immortels suivront. Donne donc promptement l'ordre à Athénée d'aller vers l'atroce mêlée des Troyens et des Achéens. Elle essaiera de faire en sorte que les Troyens portent un mauvais coup aux Achéens superbes et commencent ainsi à violer le pacte les premiers. Elle dit. Le Père des dieux et des hommes n'a garde de dire non. Aussitôt, à Athénée, il adresse ces mots ailés. « Vite, va donc dans leur ligne trouver Troyens et Achéens. Tu essaieras de faire en sorte que les Troyens portent un mauvais coup aux Achéens superbes et commencent ainsi à violer le pacte les premiers. » Il dit, et avive l'ardeur déjà brûlante d'Athénée. D'un bond, elle descend des cimes de l'Olympe, tel un astre que le fils de Cronos le fourbe envoie en présage ou à des marins ou aux combattants d'une vaste armée, astre éclatant d'où jaillissent les étincelles par milliers. Toute pareille sur la terre s'élance Pallas Athénée et elle vient en fin de course s'abattre entre les lignes. Et la stupeur saisit ceux qui la voient, Troyens, dompteurs de cavale, Achéens aux bonnes jambières, et chacun alors de dire en regardant son voisin « Est-ce là encore la guerre cruelle, l'atroce mêlée ? Ou Zeus, entre nos deux peuples, voudrait-il établir une bonne amitié, Zeus, seul arbitre de tous les combats humains ?» Ainsi parle chacun, Achéen ou Troyen. Cependant, la déesse, ayant pris forme d'homme, plonge dans la masse troyenne. Sous les traits du fils d'Anténor, Laodoque, puissant guerrier, elle part en quête de Pandare, égal aux dieux. Où le trouver? Et elle le trouve, le fils de Lycaon, puissant et sans reproche, debout, ayant autour de lui les puissantes files des guerriers en armes venus à sa suite des bords de l'Ésèpe. Elle s'approche et lui dit ces mots ailés. « Voudrais-tu m'en croire, brave fils de Lycaon? Oserais-tu à Ménélas décocher un trait rapide et acquérir ainsi la faveur et la gloire auprès des Troyens et, avant tout autre, du roi Alexandre? C'est de lui d'abord que tu obtiendras splendide présent le jour où il verra Ménélas, le preux fils d'Atrée, dompté par ta flèche et monté au bûcher funèbre. Allons, va, tire donc sur l'illustre Ménélas, et en même temps, à l'archer glorieux, Apollon Lycien, fais vœu d'immoler une insigne hécatombe d'agneaux au premier-né, une fois de retour chez toi, à Zélé, la ville sainte. » Ainsi parle Athénée. Le pauvre sot l'en croit. Vite, il saisit son arc poli. L'arc vient d'un isard sauvage qu'il a naguère atteint d'en dessous, au poitrail. La bête quitte un rocher, lui à l'affût épié. Frappé au cœur, elle a chu à la renverse sur le roc. Les cornes de son front mesuraient 16 palmes. Un artisan, un polisseur de cornes, les a travaillées puis ajustées ensemble. Une fois le tout bien lissé, il y a monté un bec d'or. Pandare tend l'arc en le ployant contre le sol, puis, avec soin, le pose à terre. Devant lui, ses vaillants compagnons tiennent leurs boucliers. Il ne faut pas que les preux fils des Achéens passent à l'attaque avant que le coup ait atteint Ménélas, le preux fils d'Atrée. Il saisit alors le couvercle du carquois, il fait choix d'une flèche ailée, jamais lancée encore et lourde de noire douleur. Vite, sur la corde, il dispose le trait amer. À l'archer glorieux Apollon Lycien, il fait vœu d'immoler une insigne hécatombe d'agneaux premiers-nés, une fois de retour chez lui à Zélé, la ville sainte. Il saisit ensemble l'encoche de la flèche et la corde en boyau de bœuf, les tire à lui et amène la corde jusqu'à sa poitrine, le fer jusqu'à l'arc. Le grand arc tendu prend forme de cercle. Soudain, il crisse. La corde sonne bruyamment et la flèche aiguë s'élance, ardente à voler vers la masse. Mais toi aussi, Ménélas,
Les immortels bienheureux sont loin de t'avoir oublié, et d'abord la fille de Zeus, la ramasseuse de butin, elle se dresse devant toi et écarte le trait aigu. Elle l'éloigne de ton corps, tout comme une mère éloigne une mouche d'un fils qui s'étend pour un doux sommeil, et elle le dirige à l'endroit où se rejoignent les fermoirs d'or du ceinturon et où s'offre au cou une double cuirasse. La flèche amère vient s'abattre sur le ceinturon ajusté. Elle traverse le ceinturon travaillé. Elle enfonce la cuirasse ouvragée, voire le couvre-ventre qu'on porte sur la peau afin de la défendre et d'en écarter les traits. Suprême défense qu'elle franchit encore. Elle égratigne enfin légèrement la peau même de l'homme. Le sang noir aussitôt coule de la blessure. Comme on voit une femme de Méonie ou de Carie teindre de pourpre un ivoire qui doit devenir bossette de mort pour une cavale, pièce en réserve au magasin que plus d'un cavalier appelle de ses vœux, mais qui est le joyau réservé pour le roi, parce qu'en même temps qu'il part un coursier, il fait l'orgueil de celui qui le mène. Ainsi, Ménélas, se teigne de sang tes nobles cuisses et tes jambes, et, plus bas encore, tes belles chevilles. Un frisson prend Agamemnon, protecteur de son peuple, à la vue du sang noir coulant de la blessure. Même frisson prend aussi Ménélas, chéri d'Arès. Mais quand il voit que la tache et les barbes sont demeurées hors de la plaie, le courage lui revient et se reforme en sa poitrine. Alors, avec de lourds sanglots, le roi Agamemnon se met à parler. Il tient la main de Ménélas, et ses compagnons répondent à ses sanglots par leurs sanglots. « Mon bon frère, c'est donc pour ta mort que j'ai conclu ce pacte et t'ai placé tout seul devant les Achéens pour lutter en leur nom contre les Troyens. Les Troyens ont tiré sur toi et foulé aux pieds le pacte loyal. Non, le pacte juré n'est pas encore réduit à rien, pas plus que le sang des agneaux, le vin pur des libations, les mains qui se sont serrées, tout ce en quoi nous avions foi. L'Olympien, certes, peut ne pas agir sur l'heure. Il agit toujours si longtemps qu'il est tardé, et les coupables paient leurs dettes, avec un gros intérêt, de leur propre vie, de la vie de leurs femmes et de leurs enfants. Sans doute, je le sais, en mon âme et en mon cœur. Un jour viendra où elle périra, la Saint-Ilion et Priam, et le peuple de Priam à la bonne pique, et où Zeus, fils de Cronos, là-haut assis, dans sa demeure éthérée, saura se charger d'agiter sur toi son égide noire dans sa colère de telle félonie. Rien de tout cela qui ne doive s'accomplir. Mais moi, quel triste chagrin tu me laisseras, Ménélas. Si tu meurs, si tu achèves la vie que t'a accordée le destin, je rentrerai, la honte au front dans l'argolide altérée. Les Achéens vont aussitôt se rappeler la terre de la patrie, et nous allons laisser à Priam aux Troyens comme un signe de leur triomphe, Hélène l'Argienne, tandis que tes os pourriront dans la terre et que tu resteras gisant en Troade sur ta tâche inachevée. Et parmi les Troyens orgueilleux, tel ou tel dira en sautant sur la tombe du glorieux Ménélas, « Ah, puisse donc Agamemnon toujours décharger son courroux de la même manière qu'il a mené ici l'armée des Achéens, pour rien. Le voilà qui rentre chez lui, aux rives de sa patrie, avec ses nefs vides et abandonne ici le vaillant Ménélas. C'est là ce que chacun dira. Ah, que pour moi alors s'ouvre la vaste terre. » Mais le blond Ménélas le rassure et lui dit « N'aie crainte, et ne va pas si vite effrayer l'armée achéenne. Le trait aigu n'est pas entré au bon endroit. Il s'est heurté d'abord au ceinturon étincelant, puis en dessous à la ceinture, au couvre-ventre ouvré par de bons forgerons. » Le roi Agamemnon lui réplique en disant « Puisses-tu dire vrai, cher Ménélas, mais un médecin va palper ta plaie et y appliquer des remèdes qui sachent mettre fin à tes noires douleurs. » Il dit et s'adresse à Talthybios, le héros divin. « Talthybios, en toute hâte, appelle Machaon, le fils d'Asclépios, guérisseur sans reproche. Qu'il vienne voir Ménélas, le preux fils d'Atrée. Quelqu'un l'a blessé d'une flèche, un guerrier expert à l'arc, un Troyen ou un Lycien, pour sa gloire, à lui, pour notre deuil, à nous. » Il dit, le héros l'entend et n'a garde de dire non. Il s'en va par l'armée des Achéens, la côte de bronze. Ses yeux anxieusement cherchent le héros Machaon, et il l'aperçoit debout, ayant autour de lui les puissantes files des guerriers en armes venus à sa suite de Triché, nourricière de cavales.
Il s'approche et lui dit ces mots ailés. « Orsus, fils d'Asclépios, le roi Agamemnon t'appelle. Viens voir Ménélas, le preux chef des Achéens. Quelqu'un l'a blessé d'une flèche, un guerrier expert à l'arc, un Troyen ou un Lycien, pour sa gloire à lui, pour notre deuil à nous. » Il dit et lui émeut le cœur dans la poitrine. Ils se mettent donc en route à travers la masse par la vaste armée achéenne, et ils arrivent à l'endroit où se trouve le blond Ménélas blessé. Autour de lui, les chefs assemblés font cercle. Le mortel égal au dieu au milieu d'eux s'arrête. En hâte, il tire la flèche du ceinturon ajustée, et tandis qu'il la retire, les barbes pointues se brisent. Il dénoue le ceinturon étincelant, puis, en dessous, la ceinture et le couvre-ventre ouvrés par de bons forgerons. Dès qu'il voit la plaie, à l'endroit même où a frappé la flèche amère, il suce le sang. Puis, savamment, il verse dessus des poudres calmantes que Chiron, en sa bonté, a jadis données à son père. Mais cependant qu'il s'empresse autour de Ménélas au puissant cri de guerre, la ligne des guerriers troyens est en marche. Ils revêtent donc de nouveau leurs armes et ils songent au combat. Vous ne verriez pas alors dormir le divin Agamemnon, encore moins se terrer de peur ou se refuser au combat. Il s'empresse au contraire vers la bataille où l'homme acquiert la gloire. Il laisse là ses cavales avec son char de bronze scintillant. Son écuyer les retient à l'écart, haletante. C'est Orymédon, fils de Ptolémée, petit-fils de Pyrrhas. Avec instance, Agamemnon lui donne l'ordre de les tenir à sa portée pour l'heure où il sentira la fatigue envahir ses membres, à se montrer en chef à travers tant de troupes. C'est à pied qu'il parcourt les rangs de ses guerriers, et tous ceux qu'il voit s'empresser, parmi les Danaens au prompt coursier, il s'approche d'eux, il les encourage en ces termes. « Argiens, ne laissez pas mollir votre valeur ardente. Ce n'est pas à la Félonie que Zeus, père, va prêter secours. Ce sont eux qui les premiers ont violé le pacte par un mauvais coup. Eh bien, les vautours dévoreront leur tendre cœur, et nous, sur nos nefs, nous emmènerons leurs épouses, leurs jeunes enfants, lorsque nous aurons emporté leur ville. » Ceux qu'il voit, en revanche, mollir au féroce combat, il les prend vertement à partie en termes courroucés. « Argiens, criards, infâmes, n'avez-vous donc pas de respect humain? Pourquoi rester là, stupide? On croirait voir des biches qui se sont lassées à courir par la vaste plaine et qui, quand elles s'arrêtent, n'ont plus aucune force au cœur. Voilà de quoi vous avez l'air, lorsque vous restez là, stupide, sans combattre. Attendez-vous que les Troyens atteignent la rive où ont été halées nos nefs aux bonnes poupes sur la grève de la Blanche Mer, pour le seul plaisir de voir si le fils de Cronos veut encore sur nous étendre sa main? C'est ainsi qu'il va parcourant en chef les rangs de ses hommes. À travers la foule guerrière, il arrive près des Crétois. Ceux-ci se forment autour du belliqueux Idoménée. Idoménée se tient devant leur ligne, pareil pour la vaillance à un sanglier, cependant que Mérion presse les derniers bataillons. Agamemnon, protecteur de son peuple, a plaisir à le voir. Aussitôt à Idoménée, il adresse ces mots de miel. « Idoménée, il n'est personne que je prise autant que toi parmi les Danaens au prompt coursier. Que ce soit à la guerre, ou à toute autre tâche, ou même au festin, quand les chefs argiens mélangent dans les cratères un vin d'honneur au sombre feu. Alors, si tous les autres Achéens chevelus boivent la part qui leur est faite, ta coupe à toi, comme ma propre coupe, est toujours tenue pleine, de façon que tu puisses boire aussi souvent que ton cœur t'y invite. Or, sus, marche au combat, et montre-toi tel que depuis longtemps tu te flattes d'être. » Idoménée, chef des Crétois, à son tour le regarde et dit « Fils d'Atrée, sois-en sûr, pour toi je serai le gentil compagnon que je t'ai d'emblée promis et garanti. Va-t'en presser les autres Achéens chevelus. Nous devons engager la bataille au plus vite, dès lors que les Troyens ont jeté bas le pacte. L'avenir pour eux ne sera que mort et que deuil, puisqu'ils ont les premiers violé leur serment par un mauvais coup. » Il dit. Le fils d'Atrée passe, le cœur joyeux. À travers la foule guerrière, il arrive aux deux Ajax. Ils s'apprêtent au combat. Une nuée de gens de pied les suit. Ainsi, du haut de sa guette, un chevrier voit un nuage qui s'en vient sur la mer, poussé par le zéphyr. De loin,
il lui apparaît aussi noir que de la poix, cependant qu'il avance sur la mer et amène avec lui une immense tourmente. À le voir, il frémit et pousse ses ouailles à l'abri d'une grotte. Ainsi, avec les deux Ajax, s'ébranlent au féroce combat des bataillons de jeunes hommes issus de Zeus, masses sombres où frissonnent piques et écus. Le roi Agamemnon allait voir à grand joie, et, prenant la parole, il dit ces mots ailés. « À vous, les deux Ajax, guides des Achéens à la côte de bronze, je ne donne point d'ordre. Il serait malséant, vous, de vous presser. Vous n'avez besoin de personne pour inviter votre monde à se battre au franc combat. Ah, Zeus, père, Athénée, Apollon, ah, si pareil courage pouvait se rencontrer dans toutes les poitrines, elle ploierait vite le front la ville de Cirpriam, prise et détruite par nos bras. » Il dit, et les laisse pour passer à d'autres. Il rencontre alors Nestor, l'orateur sonore de Pylos, qui ordonne les siens et les presse au combat. Ils sont groupés autour du grand Pélagon, d'Alastor et de Chromios, du roi Hémon et de Bias, le pasteur d'hommes. En tête, il a placé ses meneurs de chars avec leurs chevaux et leurs chars. En arrière, ses gens de pied, braves et nombreux. Pour lui, ils doivent être le rempart du combat. Il a poussé les pleutres au centre, afin que, même à contre-cœur, chacun soit forcé de se battre. C'est aux meneurs de chars que d'abord il donne ses ordres. Il les invite à tenir leurs chevaux, à ne pas provoquer de bousculade dans la masse. Que nul ne cède à l'envie, parce qu'il se sait un bon conducteur ou un brave, d'aller seul en avant des autres, se battre avec les Troyens, pas plus que de reculer. Vous en seriez moins fort. En revanche, si l'un de vous peut, de son char, atteindre un char ennemi, qu'il tende sa lance. Cela vaudra 100 fois mieux. C'est ainsi que nos ancêtres abattaient villes et remparts. C'est avec tel vouloir, tel cœur en leur poitrine. Voilà comment, depuis longtemps, le vieillard expert au combat va pressant les siens. Le roi Agamemnon, à le voir à grand joie, et prenant la parole, il dit ces mots ailés. « Ah, que n'as-tu, vieillard, des jarrets qui puissent obéir au cœur qu'enferme ta poitrine, et une vigueur intacte. Mais sur toi, l'âge pèse, qui n'épargne personne. Ah, que n'est-il le lot d'un autre, tandis que tu resterais, toi, dans les rangs de nos jeunes hommes ?» Le vieux meneur de chars, Nestor, lui répond. « Atride, moi aussi, certes, je voudrais bien être encore le même qu'au jour où je tuai le divin Hérotalion. Mais les dieux aux hommes n'octroient pas tout à la fois. Si j'étais jeune, alors je sens maintenant l'atteinte de l'âge. Je n'en compte pas moins rester dans les rangs des meneurs de chars afin de les guider de mon conseil et de ma voix. C'est le privilège des vieux. Les jeunes joueront de la javeline, puisqu'ils sont plus aptes à se battre et s'assurent en leur propre force. » Il dit. Le fils d'Atrée passe le cœur joyeux. Il trouve ensuite le fils de Pétéos, Ménesté, toucheur de cavale. Il est là, au milieu de ses Athéniens, maître de bataille. Non loin de lui est l'ingénieux Ulysse, et, près d'Ulysse, en rang solide, se tiennent arrêtés ces Céphaléniens. Ces troupes-là n'ont pas encore ouï le signal du combat. Leurs bataillons commencent seulement à se mettre en branle pour se rassembler, aussi bien du côté des Troyens dompteurs de cavale que de celui des Achéens. Ils sont là à attendre qu'une autre colonne achéenne parte à l'attaque des Troyens et qu'ainsi s'ouvre le combat. Agamemnon, protecteur de son peuple, à cette vue se met à les quereller, et prenant la parole, il dit ces mots ailés. « Oh, fils de Pétéos, roi issu de Zeus, et toi aussi, maître en ruse méchante, cœur avide de gain, pourquoi vous terrez ainsi à l'écart? Pourquoi attendre les autres? C'est à vous qu'il revient de prendre place à la première ligne pour affronter le combat dévorant. N'êtes-vous donc pas les premiers à écouter mon appel au festin quand nos Achéens préparent un festin pour les anciens? Vous avez plaisir alors à manger des viandes rôties et à vider des coupes de vin délicieux tout autant que vous en voulez. Et maintenant vous verriez volontiers 10 colonnes achéennes passer devant vous pour aller se battre, le bronze implacable à la main. » L'ingénieux Ulysse sur lui lève un œil sombre et dit « Atride, quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents? Comment peux-tu donc prétendre que nous molissons au combat, quand nos Achéens, contre les Troyens dompteurs de cavale, éveillent l'ardente Arès? Tu pourras voir,
si tu le veux, et si la chose t'intéresse. Le père de Télémaque aux prises devant les lignes avec les champions des Troyens dompteurs de cavale. Tu ne dis là que des mots vains. » Le roi Agamemnon sourit en répliquant. Il voit Ulysse en colère et il retire son propos. « Divin fils de Laërte, industrieux Ulysse, je ne veux te chercher querelle indûment ni te donner d'ordre. Je sais qu'en ta poitrine, ton cœur ne connaît rien que penser débonnaire, car tes sentiments sont les miens. Allons, nous réglerons plus tard l'affaire à l'amiable, si quelque mot fâcheux a été prononcé. Mais bien plutôt, fassent les dieux que tout cela s'en aille au vent. » Il dit, et les quitte pour passer à d'autres. Et il trouve alors le fils de Tidée, le bouillant Diomède, debout derrière ses cavales sur son char solide. Près de lui se tient Sténélos, fils de Capanée. Dès qu'il voit Diomède, le roi Agamemnon se met à le quereller, et prenant la parole, il dit ces mots ailés. « Hélas, fils de Tidée, le brave dompteur de cavale, qu'as-tu à te terrer les yeux braqués sur le champ du combat ? Tidée n'aimait guère à se terrer, lui, mais bien à se battre avec l'ennemi, loin en avant des camarades. » Ainsi disait du moins qu'il avait vu à l'œuvre. Moi, je ne l'ai ni rencontré ni vu, mais on assure qu'il était sans pareil. C'est lui qui, un jour, entra dans Mycène, non point après un combat, mais en hôte, accompagnant Polynice, semblable aux dieux, en quête d'une armée. Il faisait campagne contre les murs sacrés de Thèbes, et vivement il suppliait qu'on leur fournît quelques illustres alliés. Les autres étaient prêts à les leur fournir et à répondre à leurs prières. Zeus les en détourna en manifestant des signes funestes. L'expédition, pourtant, se mit en route. Elle avait déjà fait un long bout de chemin et atteint l'Azope, ses joncs touffus et son lit d'herbe épaisse, quand les Achéens, une fois encore, envoyèrent en mission Tidée. Il partit et trouva les Cadméens en nombre banquetant au palais du puissant Éthéocle. Mais, même alors, simple étranger, Tidée, le bon meneur de chars, demeurait sans trembler, seul, au milieu de tant de Cadméens. Il les défiait à la lutte, et de tous aisément triomphait, tant Athénée lui prêtait d'aide. Alors, plein de courroux, les Cadméens, bons piqueurs de cavale, sur sa route de retour, disposaient un habile guet avec 50 jeunes hommes. 2 chefs les guidaient, Méon, le fils d'Aimon, pareil aux immortels, et le fils d'Autophone, le valeureux Polyphonte. Tidée leur décocha un destin outrageux. Tous, il les tua. À un seul, il permit de revenir chez lui. Ce fut Méon qu'il renvoya ainsi, en s'assurant au présage des dieux. Voilà ce qu'était Tidée l'Étolien. Mais le fils qu'il a engendré vaut bien moins que lui au combat, s'il est meilleur à l'assemblée. Il dit, Diomède le fort ne réplique rien. Il reçoit avec respect la semonce du roi respecté. Le fils du noble Capanée, en revanche, lui répond « Atride, ne mens pas, quand tu en sais assez pour parler vrai. Nous nous flattons, nous, de valoir bien mieux que nos pères. C'est nous qui avons pris Thèbes, la ville aux 7 portes. Pourtant, nous amenions une armée moins nombreuse devant des murs plus forts. Mais nous nous assurions au présage du ciel et au secours de Zeus. Ils ont péri, eux, par leur propre sottise. Garde-toi dès lors de mettre nos pères aussi haut que nous. » Diomède, le fort, sur lui, lève un œil sombre et dit « Paix, l'ami, et silence, obéis à ma voix. Je ne puis en vouloir à Agamemnon, pasteur d'hommes, de presser au combat tous les Achéens aux bonnes jambières. C'est à lui qu'ira la gloire si les Achéens détruisent les Troyens et prennent la Saint-Ilion, tout comme ce sera pour lui un deuil immense si les Achéens sont détruits. Allons, rappelons-nous tous deux notre valeur ardente. » Il dit, et de son char il saute à terre en armes. Le bronze rend un son terrible sur la poitrine du héros bondissant. Le plus ferme guerrier en serait pris de peur.